Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis. Merci de vous connecter à l'heure. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les francophones aux États-Unis depuis 2007. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud qui intéresse toujours nos lecteurs. C'est les opportunités patrimoniales franco-américaines en 2023 et surtout leurs implications fiscales transatlantiques. On a trois experts aujourd'hui, certains visages que vous connaissez peut-être puisqu'ils interviennent régulièrement sur French Morning. Le premier est Adrien Hérault. Il est Financial Advisor associé d'USA France Financial, un cabinet de gestion de patrimoine qui accompagne plus de 850 familles franco-américaines résidant essentiellement aux États-Unis. Ensuite, on va avoir Jean-Philippe Sora, qui est CPA, associé du cabinet comptable franco-américain Massa Consulting Group, qui est présent aux États-Unis depuis plus de 40 ans. Ensuite, on aura Jean-Christophe Boisdin, conseiller en gestion de patrimoine en France, associé du groupe Saro, un groupe qui aujourd'hui gère depuis un peu plus de 20 ans à peu près 300 millions d'euros d'encours sous gestion. Et il est aussi associé dans le groupe Business Beyond Border USA. Vous connaissez le fonctionnement. On fait une présentation d'à peu près 30-40 minutes. Et puis ensuite, on prend toutes vos questions. Donc, vous pouvez déjà les écrire en bas, que vous soyez sur Zoom, sur Facebook, sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme. Je reçois toutes les questions ici et puis je les pose à nos experts. Je vais tout de suite donner la parole à Jean-Christophe qui va nous faire une petite introduction et puis je reviendrai pour poser les questions. À tout à l'heure. Merci Romain. Et juste une petite introduction pour expliquer à ceux qui nous regardent aujourd'hui et merci pour leur intérêt. Pourquoi est-ce que nous faisons cette présentation à trois? Nous sommes trois sociétés indépendantes, différentes les unes des autres et c'est ça qui, d'après nous, nous apporte la plus-value pour vous. C'est-à-dire qu'à la fois sur le sol américain, sur le sol français et en supervisant l'ensemble des opérations avec un CPA, un avocat fiscaliste ou expert comptable, ça fait un petit peu les deux. Quand on est français, on n'a pas exactement la même dénomination en France. L'idée, c'est de vous apporter le meilleur de ce qu'on peut faire en gestion indépendante en transatlantique pour les gens qui veulent ne pas avoir soit tout aux États-Unis, soit tout en France. Et donc, la plupart du temps, nous nous sommes rendus compte qu'on était un petit peu mal servi en termes de service. Et donc, je remercie encore mes deux partenaires sur cette opération et French Morning parce que c'est, je pense, une très forte plus-value que nous apportons en travaillant sur trois sociétés ensemble. C'était tout. À toi, Adrien, du coup. Merci Jean-Christophe pour l'introduction. Merci beaucoup Romain pour la présentation. Alors, je vais partager mon écran. Donc, comme l'a dit Romain, Adrien Hérault, je suis donc partenaire au sein du cabinet USA France Financial. Je suis aussi un financial advisor, donc spécialisé en planification patrimoniale. Et aujourd'hui, on va revoir ensemble vos opportunités patrimoniales ici aux États-Unis. Alors, je vais juste me mettre en plein écran pour que ce soit plus sympa pour tout le monde. Parfait. Un petit mot sur le cabinet USA France Financial. Donc, Romain l'a déjà bien présenté. On est une équipe de 15 personnes ici aux États-Unis spécialisée dans l'accompagnement des Français franco-américains qui sont venus s'installer aux États-Unis et on les accompagne dans la gestion de toutes leurs problématiques patrimoniales. Ça prend bien sûr en compte les aspects de conseil en stratégie de placement, investissement, mais également tout ce qui va être optimisation fiscale, optimisation successorale et protection familiale. Alors, sans plus attendre, on va rentrer donc dans vos opportunités patrimoniales ici aux États-Unis. Et la façon dont on va regarder ces opportunités, c'est à travers les différentes classes d'actifs. Dans une stratégie patrimoniale, vous avez 5 classes d'actifs principales. On va les séparer en deux, les actifs défensifs et les actifs de croissance. Les actifs de croissance, ils vont vous permettre un potentiel de rendement élevé. On va aller chercher un peu plus de 6%. Pour les identifier, on parle ici des actions, de l'immobilier, de la retraite. Leur rôle, c'est bien sûr la croissance. Deuxième type d'actifs, les actifs défensifs. Leur rôle ici, c'est de protéger votre stratégie patrimoniale, de la diversifier, d'avoir des rendements qui ne sont pas générés sur les marchés financiers et donc des rendements réguliers, mais bien sûr plus faibles, qui vous garantissent une croissance continue. Alors,
au sein de l'épargne liquide, quelle est votre opportunité? L'épargne liquide, son rôle, c'est simple. C'est votre parachute, c'est votre matelas de sécurité. Hein, on voit ici les outils les plus connus. Son avantage, c'est qu'elle a une liquidité disponible instantanément. Son rôle, c'est de vous permettre de faire face aux aléas de la vie. On a un problème de santé, un problème avec la maison, etc. On a du cash disponible immédiatement. Les inconvénients, c'est quoi? C'est que malheureusement, hein, si on prend sur les 20 dernières années un high yield saving account qui propose une rentabilité plutôt correcte pour de l'épargne, hein, c'est toujours mieux que zéro sur le checking account, on est à peu près à 1%. La problématique, c'est quoi? C'est que depuis 20 ans, on a une inflation de 2,5% par an. Donc, j'ai mis un petit graphique pour illustrer ça. Si on a trop d'actifs en épargne liquide, malheureusement, eh bien, notre croissance patrimoniale va être impactée. Pourquoi? On voit ici une personne qui, en 1982, avait 50 000 $ et un pouvoir d'achat donc de 50 000 $. 23 ans après, en 2005, cette personne-là, si elle souhaite avoir le même pouvoir d'achat, il lui faut plus 50 000 $, mais 106 050 $. C'est pour ça que c'est extrêmement important, hein, de bien jauger le montant qu'on va garder en épargne liquide. Il en faut assez pour pouvoir faire face aux aléas de la vie. C'est pour ça que nous, notre recommandation ici, c'est de garder 6 à 12 mois de salaire en épargne de sécurité. 12 mois pour les personnes les plus conservatrices. Voilà pour ce point. Deuxième point, l'assurance vie. Alors, l'assurance vie, ou ici aux États-Unis, la US Cash Value Life Insurance, donc qui est l'équivalent de l'assurance vie qu'on connaît en France, mais aux États-Unis, son rôle, hein, c'est la pierre centrale de votre stratégie patrimoniale. Alors, ici, on voit ces 6 avantages. Je dirais que les 4 premiers, c'est les plus connus. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, hein, l'assurance vie est extrêmement populaire en France. Au niveau de la succession, ça passe par succession, vous avez plus d'abattements. Il y a une croissance continue. On va chercher des produits qui ont des rendements de 3 à 5%, des rendements qui sont garantis, qui sont hors marché financier pour, dans des périodes de recul comme 2000, 2007, 2022, toujours avoir de la croissance sur une classe d'actifs de son patrimoine. On a une fiscalité qui est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que tout argent qu'on contribue, on a la possibilité de retirer capital et intérêt de façon complètement tax-free. Hein, donc ça, c'est les points qu'on connaît. Mais au-delà de cela, ils ont 2 avantages qui sont quand même relativement méconnus et qui, pour moi, sont pourtant les avantages les plus importants d'une assurance vie. La raison pour laquelle on doit avoir une assurance vie, c'est qu'elle va vous permettre de démultiplier vos revenus de retraite et elle va être vraiment une base pour votre stratégie patrimoniale. Alors, base pour votre stratégie patrimoniale, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire simplement, ici, j'ai pris l'exemple d'une personne qui souhaite faire un investissement immobilier. On voit un investissement classique ici. Hein. On a un bien immobilier, 650 000 $. Si je veux acheter ce bien immobilier, de façon très classique, je dois faire un apport de 80%. Je mets mon bien en location. L'objectif, c'est quoi? C'est que mes loyers remboursent mon prêt immobilier. Au bout de 30 ans, eh bien, je me retrouve avec 650 000 $. Qu'est-ce que j'ai investi? L'objectif, c'est de mettre 130 000 $ de ma poche et me retrouver dans 30 ans avec la possibilité de soit je revends mon bien 650 000 $, soit je vide mes loyers. La problématique ici, c'est quoi? Entre guillemets, c'est que malheureusement, les 130 000 $ d'apport que j'ai mis, eh bien, ils ont une croissance interrompue. C'est-à-dire que tant que je ne revends pas mon bien immobilier, je ne pourrai plus les récupérer. Alors, pour être fair, on peut partir du principe que ces 130 000 $ d'apport, ils ont une croissance de 1% par an sur les 30 prochaines années, puisque c'est couplé au bien immobilier. Si on regarde ici, dans 15 ans, ces 130 000 $ se seraient transformés en 150 000 $. Dans 30 ans, ils se seraient transformés en 175 520 $. Si je les avais placés sur une assurance vie qui me rapportait 4%, eh bien, dans 15 ans, j'aurais eu 234 000 $, donc 50%, 55% en plus. Et dans 30 ans, 140% en plus. Mais ici, vous allez me dire, Adrien, merci, vous êtes gentil. Au bout de 30 ans, j'ai 421 000 $, mais dans la stratégie numéro 1, lorsque je revends mon bien immobilier, j'ai 650 000. Et vous avez tout à fait raison. L'idée ici, ce n'est pas de dire est-ce que je fais de l'immobilier ou de l'assurance vie. L'idée ici, c'est de dire est-ce que je peux faire de l'immobilier sans mettre de l'apport? Et la réponse, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'assurance vie, c'est un pilier central de votre stratégie patrimoniale, c'est oui. Et comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire de cette façon-là. On voit ici mon assurance vie américaine, donc ma Cash Value Life Insurance.
Je vais rester dans le schéma classique pour le financement des 80% de mon bien immobilier, c'est-à-dire que je vais aller voir ma banque, je vais leur dire, voilà, j'ai trouvé ce bien, 650 000 $, je souhaiterais un crédit. La banque va nous octroyer un crédit en nous disant, voilà, maintenant, il me faut un apport de 130 000 $. Et là, plutôt que de lui dire, OK, pas de problème, je vous sors 130 000 $, sur les assurances vie, on a cette possibilité de faire un nantissement, qui s'appelle le crédit lombard, et donc de dire à la banque, alors, je ne vais pas vous donner les 130 000 $, par contre, je vais vous donner une garantie sur mon assurance vie. C'est-à-dire que si demain, je décide de ne pas rembourser mon crédit, vous avez 100% accès à ces 130 000 $. Si par contre, pendant 30 ans, eh bien, je rembourse chaque année mon crédit, eh bien, au bout de 30 ans, j'aurai financé à 100% mon bien immobilier. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un produit très important à avoir dans sa stratégie patrimoniale. Pourquoi c'est une pièce centrale? Parce qu'elle va vous permettre de démultiplier les rendements de vos autres investissements. Ici, j'ai pris l'exemple de l'immobilier. Est-ce que ça fonctionne avec des investissements mobiliers ou d'autres types d'investissements? La réponse, c'est oui. Le crédit lombard, c'est de façon plus populaire utilisé pour l'immobilier. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple aujourd'hui. La raison pour laquelle on fait ça uniquement sur une assurance vie, elle est simple. C'est parce que sur l'assurance vie, on a des rendements soutenus, on a des rendements qui sont interrompus, on a des garanties au sein du contrat qui nous permettent d'avoir une croissance. On a une augmentation qui est exponentielle. Alors, généralement, ici, on me dit Adrien, très bien. Alors, moi, j'ai de l'assurance vie française. Est-ce que je peux faire la même chose? Conceptuellement, est-ce que je peux faire du crédit lombard sur de l'assurance vie française? La réponse est oui. La problématique, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je suis aux États-Unis, je suis résident fiscal américain. Je suis donc soumise aux règles fiscales américaines, dont Jean-Philippe va parler, mais malheureusement, avoir de l'assurance vie française, je vais avoir une double taxation et ça va impacter très négativement mes rendements. Surtout qu'ici aux États-Unis, j'ai la possibilité d'avoir de la life insurance américaine, ce qu'on appelle du WALI, de la Wealth Accumulation Life Insurance, qui aura les mêmes bénéfices de base que l'assurance vie française, mais qui ira même plus loin avec des rendements généralement plus soutenus, entre 3 et 5%, avec une garantie à 3%. On aura un avantage successoral supérieur, parce qu'on aura une assurance décès. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura accès à tout le reste qu'on a vu précédemment. Alors, Jean-Philippe, je vais te passer la parole pour la fiscalité des assurances vie françaises. Merci, Adrien. Effectivement, comme Adrien l'a souligné, les assurances vie françaises sont très fiscalisées côté américain de manière assez punitive. Pourquoi? Parce qu'une assurance vie française ne va pas être considérée comme une assurance vie d'un point de vue américain dans la très grande majorité des cas. En effet, il n'y a pas de notion d'assurance dans les assurances vie françaises. Donc, pour les Américains, c'est un placement financier. Et qui dit placement financier dit fiscalité adossée à ce placement, fiscalité américaine. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont résidentes fiscales américaines ou US citizen ou green card qui vivraient à l'étranger, vont être soumises aux règles de l'IRS sur les assurances vie françaises. Alors, que prévoient ces règles? Eh bien, c'est très simple. Elles prévoient que le titulaire de l'assurance vie va être imposé tous les ans sur la prise de valeur de son contrat, d'accord, sur la prise de valeur latente, imposée à votre taux ordinaire, peu importe le type de support que vous allez retrouver. Ça, c'est une règle d'option. La règle de base, elle, prévoit que l'assurance vie est considérée comme un PIFIC. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tout au long du contrat, tant que vous n'avez pas d'événement taxable, donc vous déclarez au fisc américain que vous êtes titulaire propriétaire d'une assurance vie en France, OK. L'IRS vous dit OK, fine, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas fiscalisé tous les ans, mais par contre, lorsque vous allez avoir un événement taxable relatif à votre assurance vie, qu'est-ce qu'un événement taxable? C'est très simple, c'est le moment où vous allez retirer du cash. D'accord? Quand vous allez avoir cet événement taxable-là, l'IRS vous dit, eh bien, vous allez revenir en arrière, soit depuis votre date d'arrivée aux États-Unis, soit la date de souscription si elle est postérieure. Vous allez recalculer tous les ans la prise de valeur de votre contrat. Vous allez payer des impôts qui étaient dus à l'époque au taux maximum de l'époque. Donc aujourd'hui, le taux fédéral est à 37%, OK, plus des intérêts de retard. Et à la fin, à la sortie, bon, si ça fait
2 ans que vous êtes là, l'impact ne sera pas énorme. Mais si ça fait 20 ans, à la sortie, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné sur votre assurance vie française, voire plus. Donc ça, c'est l'option de la règle de base. Et il y a l'option de se faire imposer tous les ans sur la prise de valeur de votre contrat à votre taux ordinaire, donc votre taux marginal du moment. C'est pour ça que l'assurance vie française, la fiscalité intéressante de l'assurance vie française au niveau français est totalement perdue lorsqu'on traverse l'Atlantique. Donc, certains d'entre vous se disent certainement, ouais, ben, c'est pas grave, mes assurances vie, je les déclare pas, et puis au moins, j'ai pas ces questions-là. Détrompez-vous. Déjà, il faut savoir que tous les établissements bancaires ou les compagnies d'assurance qui hébergent des comptes étrangers ou notamment des assurances vie pour des résidents fiscaux américains, mais reportent tous les ans vos informations à l'IRS. Donc, l'IRS sait que vous avez ces assurances vie-là. Et donc, vous risquez des pénalités qui sont d'à minima 10 000 $ par assurance vie. Et si on va plus largement, par compte bancaire qui n'aurait pas été déclaré. Je reviens un peu en arrière sur le slide d'Adrien qui parlait des LDD, livret A. C'est la même chose. Tout ce qui est non fiscalisé en France, la très grande majorité des actifs financiers qui ne sont pas fiscalisés en France, vont être fiscalisés aux États-Unis. Donc, un livret A, vous avez des intérêts, ils sont fiscalisés aux États-Unis. Un PEL, même chose. Un LDD, même chose. Je pense que vous avez compris la logique. Et surtout, n'oubliez pas de les déclarer parce que c'est 10 000 $ de pénalité si vous faites attraper. 10 000 $ par compte non déclaré. Donc, Adrien, je te laisse la main pour la suite. Après avoir fait peur à tout le monde, voilà. Donc, je pense que comme vous l'aurez compris, l'assurance vie française, lorsqu'on est résident fiscal américain, ce n'est pas forcément intéressant. Si vous en avez, vous pouvez s'il n'y a pas grand-chose dessus, l'impact fiscal sera minime. Si vous souhaitez la garder pour garder votre antériorité fiscale française en cas de retour, pas de problème. Mais voilà. Merci Jean-Philippe. Donc, comme l'a dit Jean-Philippe, l'opportunité ici, c'est d'avoir quoi? C'est d'avoir cette pierre centrale de votre patrimoine, mais de l'avoir côté américain grâce au WALI, Wealth Accumulation Life Insurance. En termes de recommandations, qu'est-ce qui fait sens dans le patrimoine? Parce qu'encore une fois, on a des rendements qui sont plus faibles que les marchés ou que l'immobilier. Généralement, on conseille entre 20 et 30% de son patrimoine en Wealth Accumulation Life Insurance qui vous permet plus tard d'aller démultiplier les rendements sur vos autres investissements. Alors, maintenant, on va passer à la retraite. Alors, la retraite, quelles sont vos opportunités ici? Je vais faire un point rapide sur la retraite de base. C'est une question que j'ai énormément. Et donc, du coup, très rapidement, je vais y répondre. Parce qu'il y a un mythe comme quoi aux États-Unis, on a une mauvaise retraite de base. Et c'est faux. La retraite de base américaine, la Social Security américaine, comme vous le voyez tout en bas de mon slide, pour une personne qui a fait une carrière complète cotisée aux États-Unis, c'est 58 260 $. Si cette personne part à la retraite à l'âge de 70 ans. Une personne qui a fait une carrière complète cotisée en France et qui part à la retraite à l'âge de 67 ans, c'est 18 000 €. Donc, la retraite américaine, c'est un peu plus du double de la retraite française. Alors, bien sûr, ici, on parle de quoi? On parle du système de base, du système de Social Security. Alors, en France, on a Agir Carco pour la retraite complémentaire. Ici, aux États-Unis, on n'a rien. On a le 401k. Donc, mais pour la partie base, je voulais adresser ce point parce que c'est une question que j'ai énormément. Est-ce que je suis bien couvert côté américain? Oui, il y a une super convention entre la France et les États-Unis qui va vous permettre de faire valoir vos crédits américains en France et vos trimestres français aux États-Unis. Si vous n'avez travaillé qu'entre la France et les États-Unis au moment de votre retraite, eh bien, du coup, votre expérience américaine vous aura permis de booster, je dirais, votre retraite de base. Donc, une belle opportunité ici. Deuxième opportunité, j'en parlais un peu, les plans retraite américains. Pareil, ici, j'ai souvent la question, je suis là sur le court terme ou le moyen terme, est-ce que je contribue dans le plan de retraite que me propose mon employeur? Alors, la réponse, c'est encore une fois, oui, c'est une très bonne opportunité. Et oui, si votre employeur vous propose un match. Pourquoi? Un match, c'est un abondement, c'est-à-dire, on le voit ici, l'employé, on a un employé qui gagne 100 000 $ par an, son employeur lui propose un abondement de 4%, il décide de mettre 4 000 $ par an au sein de son 401k, l'employeur fait de même. À la fin de l'année, l'employé a 8 000 $ dans son compte. S'il n'avait pas mis ces 4 000 $ à la fin de l'année, l'employeur aurait mis 0.
C'est un système de matching. Donc, oui, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, finalement, je mets 4 000, je récupère 4 000 à la fin de l'année. J'ai un rendement de combien? J'ai un rendement de 100%, et sans même avoir placé cet argent sur les marchés financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un produit qui vous rapporte plus que ça? La réponse, c'est non, bien sûr. Alors après, on va me dire, oui, mais si je retire, j'ai une pénalité. C'est vrai. Puis pour en parler, la pénalité, c'est 10%. J'ai toujours pas de produit qui rapporte 90% sur quelconque structure. Donc, bien important que vous soyez ici sur le court, le moyen ou le long terme. Si votre société vous propose un match, contribuez à votre plan retraite. Si vous partez dans 2 ans, eh bien, vous pourrez retirer les fonds, il n'y a aucun problème. Mais très, très important de bien saisir cette opportunité-là. Alors, je vous ai ici rough or not, méga backdoor. Aujourd'hui, on n'aura pas assez de temps pour traiter cette problématique. C'est un plaisir si vous avez des questions là-dessus. N'hésitez pas à soit prendre rendez-vous avec moi, soit garder vos questions pour la fin. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Autre question que j'ai, mon 401k, qu'est-ce que j'en fais quand je change d'employeur? Vous avez 4 options ici. Je le laisse chez mon ancien employeur, mauvaise option. Vous avez des gros frais de gestion. Les 401k, c'est des plans qui sont faits pour les entreprises. Ce n'est pas des plans qui sont faits pour les individuels. Pour les individuels, l'IRS a mis en place un outil qui s'appelle l'Individual Retirement Account, le IRA. Donc, ici, l'IRA, lorsqu'on change d'entreprise, c'est entre guillemets votre meilleur ami. C'est le meilleur endroit pour transférer votre ancien 401k. Au sein de cet IRA, il faut savoir que vous allez avoir la possibilité de retrouver exactement les mêmes placements que vous avez dans votre 401k. Alors, le but, ce n'est pas forcément de reprendre les mêmes placements, mais en plus de cela, vous allez avoir beaucoup plus de disponibilité, beaucoup plus d'opportunités et vous allez limiter les frais de gestion. Donc, important de bien sélectionner cette option. Retirer les fonds, sauf exception pour une personne qui est restée ici sur le court terme, ce n'est pas très intéressant. Transférer chez mon nouvel employeur, vous allez limiter vos options d'investissement dans le nouveau 401k. Et donc, le transférer dans mon compte individuel de retraite, c'est la solution. À partir de ce moment-là, vous pourrez choisir ce que vous souhaitez faire au sein de ce compte-là. Retraite, importance d'avoir plusieurs vitesses dans votre stratégie patrimoniale. Pour finir, j'ai pris un exemple pour illustrer ça, parce que je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé, que je trouve extrêmement intéressant. Ici, on prend le patrimoine d'une personne qui a 40 ans, qui a investi dans de l'immobilier. On voit une propriété à 900 000 $, il lui reste un crédit de 600 000. Chaque année, elle contribue via son 401k depuis son début de carrière aux États-Unis à 150 000 $. Elle met de l'argent sur les marchés, 200 000 $. On voit qu'elle met 10 000 $ par an. Elle a une épargne liquide de 60 000 $. Son cash flow, c'est-à-dire une fois que ses revenus, comment est-ce qu'elle les redirige pour construire son patrimoine? Elle les redirige de la façon suivante qu'on voit ici. 24 000 $ en épargne retraite. D'où viennent ces 24 000 $? 12 000 de sa contribution personnelle, ce que je disais tout à l'heure, le match de son employeur, 12 252. Investissement immobilier, remboursement du crédit de la résidence principale et des investissements immobiliers, on est à 20 292, mobilier 10 000 $ par an et en épargne liquide, elle met 12 000 $ par an. Cette personne-là, on grossit son patrimoine jusqu'à l'âge de 65 ans, elle arrive à la retraite et quels sont les revenus qu'elle peut se générer? On le voit ici en bas du tableau, elle va pouvoir se générer 136 989 $. Comment est-ce qu'elle va faire? On voit les pensions, retraite française, US Social Security. Mais après, elle va vivre des intérêts qu'elle a sur ses plans retraite et ses revenus de compte titre. Pourquoi elle vit uniquement sur ses intérêts? Tout simplement parce que si elle vit à la fois du capital et des intérêts, il y a un très fort risque de se retrouver à l'âge de 85 ans avec 0 dans le compte. Donc, finalement, ici, on se dit 136 859, c'est pas si mal. Je ne vais pas prendre le risque de me retrouver sans rien lors de la retraite, donc voilà, on vit sur les intérêts. Alors, pour donner un peu des statistiques, il faut savoir que si vous décidez de vivre à 5%, donc d'augmenter ce que vous prélevez sur vos plans retraite et vos comptes titres, la chance de succès, d'arriver jusqu'au bout, d'arriver jusqu'à 87 ans, ou 99 ans, pardon, on est optimiste, elle est de 75%. Donc 75%, c'est pas beaucoup. Surtout quand on part à la retraite, est-ce qu'on va aller prendre le risque de se retrouver sans rien? La réponse, c'est non. La problématique ici dans cette stratégie patrimoniale, c'est quoi? C'est qu'on a trop d'épargne liquide. On a trop d'épargne qui est envoyée vers des liquidités et on n'a pas d'actifs, on n'a pas de pilier central au sein de cette stratégie. Et on voit ici l'impact d'avoir un pilier central, l'impact d'avoir cette cash value life insurance, même patrimoine, exactement les mêmes montants.
On a juste, on garde de l'épargne liquide pour faire face aux aléas. La seule chose qu'on a rajoutée, c'est une cash value life insurance sur laquelle on va aller cotiser 12 000 $ par an. La différence, elle est énorme. Pourquoi est-ce qu'elle est énorme? Elle est énorme en accumulation. Pourquoi? Parce qu'on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ici, je suis parti du principe que la personne, pendant toute sa phase d'accumulation, elle va aller chercher un peu plus de rendement sur les marchés immobiliers. Ça va lui permettre de grossir son patrimoine de 335 000 $. Voilà. Alors, attendez, excusez-moi, non, pas de 335 000 $, ça c'est juste, on le verra tout à l'heure, c'est juste 335 000 $, c'est juste le rendement supérieur de l'assurance vie par rapport au saving. Ce qu'on voit ici, c'est quoi? C'est que le fait d'avoir mis en place une cash value life insurance, eh bien, tout simplement, ça va lui permettre de vivre à la fois du capital et des intérêts de ses comptes titres. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'en amortissant cela, même s'il y a un risque qu'elle se retrouve sans rien à l'âge de 85 ans, elle sait qu'elle a cette garantie. Si elle ne touche pas à sa cash value life insurance, qu'elle a cette garantie d'avoir à l'âge de 85 ans 1,2 million de $ au sein de sa cash value life insurance et donc du coup de pouvoir finir ses vieux jours de façon extrêmement confortable. Au final, elle a la possibilité de générer 65% de plus de revenus. Elle n'est pas obligée de le faire, mais elle a la possibilité de générer ces revenus-là. Et on voit, tout à l'heure, on était à une net worth au moment de la retraite de 4,9 millions. Ici, on est à 5,2 millions. Donc, même sans optimiser les investissements, on verra tout à l'heure en optimisant les investissements, mais sans optimiser les investissements, on a plus de rendement. Conclusion pour ma partie, les opportunités que vous avez ici aux États-Unis, c'est quoi? 1, limitez votre épargne à 6 à 12 mois pour éviter d'amputer la croissance de votre patrimoine. 2, construisez une fondation solide. Mettez en place un Wally qui va vous permettre de démultiplier vos rendements plus tard, que ce soit sur les marchés financiers, marchés immobiliers. Si vous souhaitez ouvrir une société, vous pourrez vous servir de ça également. Pour la partie croissance, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Jean-Christophe va aborder le sujet. Sur les marchés financiers, eh bien, il faut investir. C'est un des leviers de croissance de votre patrimoine. Ici, on va chercher sur le long terme 7%. Investir comment, par contre? Être accompagné par un professionnel qui va nous permettre de gérer, entre guillemets, notre comportement et d'éviter de rentrer sur les marchés au plus haut et de sortir au plus bas. Parce que même si on n'a pas de boule de cristal, on a quand même des indicateurs qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'il y a un ralentissement et quand est-ce que potentiellement l'économie va pouvoir reprendre. Par exemple, en 2007, lorsque la Fed réinjectait de l'argent sur les marchés, on savait que les marchés allaient potentiellement reprendre. 4, tirer profit des plans proposés par votre employeur. Ça, c'est vraiment, vraiment important, j'insiste là-dessus. Et allez multiplier les vitesses dans votre stratégie patrimoniale pour augmenter vos revenus lors de la retraite. Et puis 3, croissance, immobilier. Là, Jean-Christophe rentrera dans les détails. Alors, je le disais tout à l'heure, si on applique ces changements, les changements qu'on a vus précédemment, ma croissance patrimoniale augmentera de 25%. Simplement, et ça, ce n'est pas en allant prendre plus de risques, c'est juste en se positionnant de façon plus stratégique, donc de 1,2 million de $, et j'ai la possibilité d'augmenter mes revenus de retraite de 65%. Alors, voilà pour ma partie. Je vais laisser la parole à Jean-Christophe. Si vous avez des questions, j'ai essayé d'être le plus rapide et le plus bref possible. N'hésitez pas à réserver un point sur mon calendrier, ce sera un plaisir. Également, donc, pour toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire et qui visionnent également le replay, on a décidé d'offrir un bilan patrimonial, ainsi que la présentation des recommandations. Ça vous permettra de voir tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais de façon totalement personnalisée pour vous au sein de votre stratégie patrimoniale. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Merci et Jean-Christophe, je te donne la parole et le floor. Merci Adrien et merci d'avoir respecté en plus le timing parce que je sais que tu as beaucoup d'autres slides, notamment sur les marchés financiers à nous présenter, mais bon, sachez donc encore une fois qu'on travaille vraiment ensemble et qu'il y a beaucoup de synergies à trouver justement sur la partie de gestion entre les États-Unis et la France. Le but du jeu de ce que je vais vous présenter maintenant, sous le contrôle de notre CPA, Jean-Philippe Sora, de Massad Consulting Group, à qui je vais proposer aussi d'intervenir pendant la présentation,
l'idée, c'est d'essayer de trouver donc des solutions qui soient à la fois rentables pour vous en tant que Français US personne. Donc, tous ceux qui ont vécu comme moi cette expérience plusieurs années savent qu'on est très mal lotis en France. Et donc, en fait, on a des solutions qui existent pour justement retrouver du service financier et en immobilier sur le sol français, de façon à avoir les deux jambes de votre patrimoine qui fonctionnent. Alors ça, c'est une question de bon sens, on pourrait dire, pour les gens qui ont une attache avec la France, ne serait-ce que par rapport au taux de change. La seule façon de ne pas subir un taux de change, c'est d'avoir toujours une partie, alors selon les souhaits de chacun, on va avoir peut-être 80%, 50% dans un pays ou un autre. Mais si on a toujours les deux jambes de votre patrimoine, une partie en France, une partie aux États-Unis, bien sûr, on ne subit plus le taux de change entre l'euro et le dollar. On va pouvoir au contraire l'utiliser. Mais autant faut-il pour cela avoir les deux jambes qui fonctionnent. Alors, je vais vous partager mon écran. Et puis, Adrien, ça me sert de transition. La partie… alors, je vais reprendre ma présentation là, sur mon écran. Voilà. Donc, on a plusieurs possibilités. On a notamment 4 possibilités qui existent. Le placement en SCPI, qui est éligible aux US personnes, en pleine propriété ou en nue propriété, sur lequel je reviendrai. Le placement en compte titre pour les Français ou Américains, d'ailleurs, pour les US personnes. Alors, c'est là où ça va me servir de transition, c'est que contrairement à l'assurance vie qui est doublement imposée, qui n'a aucun intérêt, l'assurance vie en France, en tout cas lorsque vous êtes résident fiscal aux États-Unis, on peut tout à fait faire travailler quand même son argent en France, en euros, à travers des comptes titres. Attention, excuse-moi Jean-Christophe, pour le compte titre, ce ne sont pas n'importe quel compte titre. Voilà. Il y a quand même des spécificités parce qu'on peut retomber très facilement dans la notion de PIFIC que j'ai abordée tout à l'heure lorsqu'on a des comptes titres et donc être soumis à une fiscalité américaine qui va être très punitive. Donc attention, ce ne sont pas tous les comptes titres. Et donc on va présenter là dans les minutes qui suivent justement avec ton aide précieuse Jean-Philippe et ta contribution, on va présenter justement la solution qui convient pour échapper justement à ce problème et pour être bien compliant avec l'IRS américaine. On a la solution enfin. Ensuite, si on a le temps, on utilisera, et je vous les cite maintenant, 2 autres solutions qui sont tout à fait cohérentes en termes de convention fiscale franco-américaine. Ce sont les obligations immobilières en fonds propres qu'on peut vous proposer et également l'immobilier en général, qu'en général les gens connaissent puisque ça a toujours été possible, mais plus particulièrement en LMNP puisque le loueur meublé non professionnel présente un avantage fiscal. Donc, on va à chaque fois chercher quand même des solutions qui soient pour vous à la fois faciles à gérer à distance, donc pratiquement sans gestion pour certaines, celles que je vais vous proposer, et qui sont passées par les fourches codines des administrations fiscales franco-américaines. Alors, je passe rapidement sur les inconvénients de l'assurance vie. On peut utiliser son argent en France, on peut le placer à travers les sociétés civiles en placement immobilier. Alors, c'est quoi une SCPI? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un marché qui est réglementé en France par l'autorité des marchés financiers, qui réglemente ce marché qui est utilisé, qui est géré par des sociétés de gestion qui elles-mêmes vont collecter l'argent des épargnants et acheter avec toute cette collecte de l'épargne des épargnants des immeubles. Ça peut être des immeubles d'habitation, mais la plupart du temps, on utilise des immeubles de bureaux, d'activités et de commerce. Et de cette gestion locative, donc professionnelle, comment se passe l'opération? Vous êtes investisseur. Vous possédez donc des parts de votre investissement, d'un patrimoine de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros en France, qui est géré par une société de gestion, donc vous n'avez aucun acte de gestion à faire. Vous touchez en contrepartie un loyer net des frais de gestion qui vous est versé trimestriellement ou mensuellement au prorata de vos parts dans la SCPI. Voilà ce que c'est qu'une SCPI. En fait, c'est comme si vous déteniez de l'immobilier directement, sauf que vous faites partie, vous avez un certain nombre de parts physiques, c'est bien du real estate, et vous êtes propriétaire, vous avez un titre de propriété sur des immeubles qui sont réels et dont on peut vérifier tous les ans, la valeur patrimoniale.
Donc ça, c'est le marché, rapidement, le marché des SCPI depuis 1988. Ce marché est réglementé notamment depuis les années 90, où il y avait une crise, puisque chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et depuis qu'il y a une réglementation, donc depuis le milieu des années 90, eh bien, on a une résilience du rendement des SCPI en France qui est entre 3,5 et 6% en général, selon les plus sécuritaires ou les plus dynamiques. Mais c'est extrêmement régulier. Et ce que vous voyez en orange, eh bien, c'est la valeur du patrimoine de ces SCPI, ce qu'on appelle la valeur de la part. Dans une SCPI, vous avez deux jambes de performance. Vous avez la valeur de la part, c'est-à-dire la valeur de votre patrimoine, en fait, divisé par le nombre d'associés de la SCPI. Et puis, vous avez le montant du revenu distribué, puisque ce qui est distribué, en fait, c'est un loyer qui vous est versé, encore une fois, régulièrement, tous les trimestres ou tous les mois. Et si on reprend les 12 dernières années, vous avez ici, ce que je voulais vous montrer à travers ce graphique, c'est l'extrême résilience, l'extrême sécurité du placement, qui peut notamment être vécu du coup comme un placement en France complémentaire de vos placements dynamiques. Lorsque vous avez des investment accounts aux États-Unis, ça peut tout à fait être vécu comme quelque chose de beaucoup plus sécuritaire et en même temps qui vous assure une gestion de patrimoine sur le sol français en euros. Alors pourquoi je dis est-ce que c'est plus sécuritaire? Bien, vous voyez, pendant le Covid, en 2020, les SCPI ont rapporté en France en moyenne 4,18% et il y a eu une augmentation du prix de la part du patrimoine de 1,12%. Donc, pour vous, investisseurs, ça faisait une performance supérieure à 5%, y compris en plein Covid. On a vécu aussi la même chose en 2008-2009, lorsqu'il y a eu la crise financière. Vous voyez qu'ici, en 2009, les performances ont été très bonnes et en 2008, on n'avait perdu que 1%. Donc, en fait, c'est extrêmement résilient et extrêmement sécuritaire. Donc, c'est bien complémentaire dans une stratégie internationale, ou en tout cas transatlantique. Alors ensuite, il y a deux possibilités. Soit vous souhaitez percevoir des revenus complémentaires immédiats, sécurisés par l'immobilier, puisque c'est loué à des professionnels. À ce moment-là, c'est un investissement donc classique en pleine propriété. Donc, cet investissement classique, je vous montre juste un exemple chiffré rapide. Et après, encore une fois, comme Adrien et comme Jean-Philippe, je suis à votre disposition. Cet investissement, il est géré comme des loyers que vous touchez. Si vous versez par exemple 100 000 euros, vous allez toucher dès la première année 5 000 euros par an si la SCPI distribue 5% de rendement. Et donc nous, bien entendu, les conseillers en gestion de patrimoine, nous sélectionnons les meilleurs SCPI du marché. Et donc là, je vous présente juste bien évidemment aujourd'hui le dispositif. Et puis ensuite, on pourra aller plus loin lors de rendez-vous individuels en connaissant votre situation pour vous conseiller. Aujourd'hui, ce que nous vous donnons, c'est des illustrations, des informations, bien sûr. Nous pouvons vous conseiller une fois que nous vous connaissons mieux. C'est tout l'objet de ces webconférences. Je vous prends un exemple. Vous placez 100 000 euros. La première année, vous allez gagner donc 5 000 euros de revenus locatifs en France sans vous occuper d'aucune gestion. Cependant, ce qui est extrêmement avantageux en termes d'inflation actuellement, c'est que comme on est dans de l'immobilier, eh bien vous avez une revalorisation assez régulière des parts de la valeur du patrimoine des SCPI, puisque c'est de l'immobilier, lorsqu'il est bien choisi, bien sélectionné, eh bien le patrimoine immobilier, la valeur augmente, hein, on le voit, et en période d'inflation, bien évidemment, les prix de l'immobilier ont tendance à augmenter. On le verra dès que les taux d'intérêt des banques centrales vont rebaisser, vous verrez que de nouveau, les prix de l'immobilier régulièrement augmentent. Et donc, en moyenne, depuis les 20 dernières années, on a une augmentation du prix de la part de 1% par an, des parts de SCPI, de l'ensemble du marché de la SCPI en France. Donc, si vous voulez, même avec le même rendement annuel de 5%, au bout de 5 ans, on aura en moyenne 105 000 euros et non plus 100 000 euros qui travailleront et qui vous rapporteront toujours 5%. Donc, au lieu de toucher 5 000 euros par an, on touchera 5 200 euros par an de revenus complémentaires pour sa retraite. Évidemment, vous pouvez rajouter un zéro à ces chiffres si vous voulez faire l'exemple sur 1 million. Cela fonctionne aussi. Il y a des gens qui investissent plusieurs centaines de milliers d'euros de façon à sécuriser leur patrimoine, par exemple, retraite en France. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans la SCPI, c'est que vous avez une indexation des loyers. Donc, non seulement vous avez votre part qui devrait augmenter régulièrement, votre valeur de part, mais aussi vous avez le taux de distribution de la SCPI qui est indexé à l'inflation. Et donc, c'est l'indice, l'IRL, qu'on a dit, l'indice des revenus locatifs en France, notamment professionnels. Il y a des indices spécifiques professionnels. Vous suivez l'inflation. Et donc, en tout cas, vous suivez une partie de l'inflation. Et donc, pour reprendre un exemple, ce qui rapportait 5% en 2023 rapporterait 5,45% en 2027 ou 2028. Et donc, ça nous ferait un revenu de 5
728 € par an. Tout ça pour vous montrer que c'est un excellent rempart contre l'inflation et contre la perte de pouvoir d'achat dans votre patrimoine. Est-ce que, juste sur cette partie, avant de passer à la nue propriété, pour les gens qui auraient besoin de revenus complémentaires immédiats, par exemple des complémentaires retraite en revenant en France, est-ce que, Jean-Philippe, tu peux nous… Ça, c'est perçu comme des revenus donc locatifs. Est-ce que peut-être tu peux nous parler du traitement fiscal de l'opération ou nous dire ton point de vue? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, très simple, côté américain, évidemment, si vous êtes résident fiscaux, vous allez déclarer ces revenus de SCPI. Des impôts vont être calculés côté américain et vous allez demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français que vous allez payer sur ces revenus fonciers-là pour éviter d'être doublement imposé. Ce crédit d'impôt va être demandé au niveau fédéral, mais par contre, au niveau des États, la majorité des États ne reconnaissent pas les impôts payés hors des États-Unis. Donc là, au niveau des États, il y aura un petit frottement fiscal puisque vous n'aurez pas droit à un crédit d'impôt équivalent aux impôts français que vous aurez payés. Il ne faudra pas non plus oublier, côté américain, de déclarer la détention de vos parts. Très important. Pourquoi? Parce que vous l'avez, je l'ai dit à plusieurs reprises en parlant des comptes et des assurances-vie, il y a d'autres obligations pour les détentions de parts de société. Si vous ne déclarez pas ces parts-là, eh bien, vous risquez une pénalité, toujours pareil, de 10 000 $. Donc, pour résumer, vous déclarez ces revenus fonciers côté américain. La France ayant la priorité d'imposition, comme les biens vont être situés en France, elle vous impose en priorité en tant que non-résident et vous demandez aux États-Unis un crédit d'impôt équivalent aux impôts français que vous aurez payés pour ne pas être doublement imposé. Voilà, donc, deux choses à faire, on déclare les revenus et on s'assure de déclarer les parts. Oui, juste Romain? parce que, bon, l'essentiel, je pense, des gens connectés sont sur New York, Floride, Californie et Texas. Est-ce que tu sais, Floride, il n'y a pas de state tax? Floride, Texas, au moins, state, on est tranquille. New York et Californie, oui, je sais, ils ne reconnaissent pas les impôts payés en France. Voilà, okay. C'est très clair, très simple. Donc, il y aura un petit frottement fiscal. Ce qui est intéressant dans la plupart des cas, y compris lorsqu'on est new-yorkais, c'est que malgré tout, malgré ce frottement fiscal, ça reste quand même un placement très avantageux par sa sécurité, sa résilience, lorsqu'on veut compléter sa gestion de patrimoine sur le sol français sans avoir de soucis de gestion, évidemment. Je reprends juste la main sur la présentation que je faisais tout à l'heure. Ça, c'était pour les gens qui souhaitent avoir du revenu immédiat. Maintenant, évidemment, sachez que je suis à votre disposition après pour approfondir la fiscalité franco-française que je connais par cœur. C'est des revenus fonciers et vous avez droit aux abattements pour durée de détention. Donc, après 15 ans, en gros, et après 22 ans et après X années, on a beaucoup moins d'imposition à payer. On peut aussi bénéficier en France de la déclaration qui est sur les revenus fonciers limité à moins de 15 000 €, ce qui permet des abattements importants sur les revenus. Donc, tant qu'on est en dessous de 15 000 € par an en plus de revenus, on a des abattements fiscaux. Excuse-moi Jean-Christophe, je te coupe 2 secondes parce que effectivement l'abattement pour durée de détention, c'est quelque chose qui est quand même intéressant pour les résidents fiscaux français et ça va être aussi intéressant pour toutes les personnes qui sont aux États-Unis en visa L ou E2 par exemple, ou autre type de visa, et qui souhaitent rentrer en France par la suite, donc ne pas s'installer aux États-Unis, parce qu'ils vont pouvoir bénéficier de cet abattement pour durée de détention. Parce qu'il faut savoir, pour tous les green card US citizens ou les personnes qui vont rester sur du long terme aux États-Unis, l'abattement pour durée de détention est une règle fiscale française qui ne s'applique pas aux États-Unis. Donc, on aura quand même un impôt sur la plus-value côté américain, mais si on est en visa temporaire et qu'on décide de rentrer en France, là, l'abattement sera toujours présent. En fait, vous voyez qu'on essaiera à chaque fois, de toute façon, dans les solutions qu'on vous présentera, on essaiera à chaque fois de vous présenter, de vous faire le traitement, bien entendu, fiscal de l'opération jusqu'au bout. Alors, deuxième solution qui est très puissante, c'est l'intervention, l'investissement en nue propriété.
Donc, c'est le cas numéro 2. Vous n'avez pas besoin de revenus additionnels lourdement imposés, puisque vous travaillez, vous êtes dans la vie active actuellement, vous êtes lourdement imposé. Vous aurez besoin des revenus plus tard de la SCPI, soit pour financer les études de vos enfants, y compris aux États-Unis, soit pour financer vos revenus complémentaires en France. À ce moment-là, si vous choisissez une durée, mettons, supérieure à 6 ans, je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est mieux d'être au moins sur 6 ou 7 ans de durée de détention, vous pouvez choisir entre 6 et 20 ans d'être nu propriétaire. Vous percevrez les revenus que, par exemple, après 7 ans. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ça vous permet d'enrichir votre patrimoine en nue propriété, ce qu'on appelle la nue propriété temporaire. Qu'est-ce que c'est que la nue propriété? Rapidement, lorsque vous détenez un bien immobilier, vous le détenez en général en pleine propriété. La pleine propriété se divise en 2 parties. La nue propriété, c'est le pouvoir d'acheter, d'être propriétaire. Et l'usufruitier, c'est l'usufructus, comme disent nos amis notaires quand ils vous parlent. Et donc, c'est l'usufruit et de pouvoir tirer usage du bien et de pouvoir tirer les fruits du bien. Les fruits du bien, ce sont les loyers. Et donc, on peut démembrer un bien, le couper en 2 parties, la partie nue propriété et la partie usufruit. L'avantage, c'est que si j'achète la nue propriété pendant une durée, par exemple, de 5 ans, je ne vais la payer que 78% du prix du bien. Et l'usufruitier, lui, va devoir l'acheter 22%. Donc, vous comprenez tout de suite l'intérêt de ce genre d'opération, c'est que si j'achète en nue propriété, un des énormes avantages qu'on a, c'est que sur une nue propriété donc temporaire qui va durer quelques années, lorsque je vais redevenir plein propriétaire au bout de 7 ou 8 ans ou 10 ans, eh bien, la valeur de l'usufruit qui aura été acheté par un autre acheteur, par un autre investisseur qui se complétera à notre achat, cette valeur de l'usufruit, elle est réintégrée sans frais. Elle n'est pas fiscalisée par l'État en France. Et vous êtes plein propriétaire au bout de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans. Vous pouvez choisir jusqu'à 20 ans. Et ce gain que vous allez faire de la décote à l'achat, il ne sera jamais fiscalisé en France. Et je vous ai montré un exemple concret, puisque je vois que le temps avance. Comment ça fonctionne? Vous avez un barème. Vous avez un barème de démembrement. Par exemple, si je prends sur 7 ans ici, vous voyez, vous allez acheter à 72,5% le prix de la part qui vaut 100%. Et l'usufruitier, lui, il devra l'acheter cette part 27,5% de sa valeur. Qu'est-ce qui va se passer pendant 7 ans? Vous ne touchez pas les revenus, vous n'êtes pas imposé à l'IFI. Par contre, à la fin de la 7e année, les 27,5% de gains que vous avez faits, ils sont nets d'impôts. Ils ne seront jamais fiscalisés. L'extinction d'un usufruit ne déclenche pas d'imposition. Donc, à la fin du démembrement, qui peut être compris en fait entre 3 et 20 ans, c'est ce qu'on peut vous proposer, pour des questions de frais, notamment liés à l'usage de ces produits, on va informer quand même tout de suite en disant qu'il faut conserver au moins 6 ans quand même le bien pour que ce soit rentable pour vous. Et donc, vous récupérez, par exemple ici au bout de 7 ans, vous récupérez 100% de la valeur départ et vous devenez plein propriétaire. À ce moment-là, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous conservez la pleine propriété départ, à ce moment-là, vous aurez des revenus complémentaires pour votre retraite, par exemple. Vous aurez des revenus complémentaires pour rembourser le crédit des études de vos enfants aux États-Unis, par exemple. Mais vous aurez ces revenus qui vous seront à vie sécurisés. Si ce n'est pas garanti par contrat, on ne peut pas dire qu'il y ait des garanties dans les SCPI. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à travers toutes les crises précédentes, les SCPI, et notamment celles qui vous sont proposées et qu'on pourra vous proposer, sont d'une extrême résilience à toutes les crises financières. Donc, c'est quand même du placement qu'on fait en France pour justement sécuriser le patrimoine des clients. Vous pouvez revendre aussi, vous pouvez décider de ne pas toucher les revenus, vous pouvez revendre et toutes vos parts et disposer d'un capital qui aura été protégé contre l'inflation, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez optimiser la transmission de votre patrimoine à vos enfants tout en continuant à toucher vos revenus. Vous pouvez décider de leur donner lorsque vous êtes plein propriétaire. Vous pouvez donner avec l'intervention d'un notaire, mais là, nous vous aiderons, nous vous accompagnerons pour le faire, bien sûr. Vous pouvez donner la nue propriété départ, vous pouvez donner la pleine propriété départ à vos enfants. C'est un outil qui est extrêmement riche en solutions pour vous et surtout souple, puisque vous déciderez à ce moment-là, dans 7 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ce que vous voudrez faire de ces parts de SCPI en fonction de vos besoins à ce moment-là. Rien ne vous oblige avant à prendre vos décisions. Donc, c'est extrêmement avantageux et vous pouvez bénéficier des abattements fiscaux, des donations en cours de vie, 200 000 € par parent, par enfant. Je vous montre juste un exemple rapide. Pour 100 000 € placés en nue propriété,
au bout de 7 ans, la 8e année, vous allez toucher donc 7 000 € de revenus complémentaires toute votre vie, indexés. Et puis, si vous décidez de revendre, eh bien, je vous ai mis ici à gauche, on serait déjà à 127 000 € en tenant compte des frais, les frais de souscription des SCPI, qui sont en général en France de l'ordre de 10% pour les vrais SCPI. Lorsqu'on vous prend moins, c'est que les frais sont pris par ailleurs. Donc, en gros, il faut compter entre 9 et 10% de frais. Ils sont pris à la sortie uniquement, les frais. Donc là, je les ai impactés dans ma simulation. Et donc, on voit que c'est un schéma qui plaît énormément aux Français expatriés à l'étranger pour préparer leur retraite. Je vous ai mis là le même exemple sur 1 million en nue propriété qui, au bout de donc là, 10 ans, devient 1 600 000 € simplement par la décote de l'achat en nue propriété. Si vous conservez le bien, vous toucherez 90 000 € de revenus complémentaires en France en revenus locatifs. Et puis, je vais passer rapidement, je résume cet investissement à plusieurs objectifs. L'optimisation fiscale par rapport à de la détention classique d'immobilier. Vous êtes dans l'immobilier, mais on va pouvoir optimiser fiscalement. La sécurité du placement, la simplicité et le confort d'utilisation. Vous n'avez aucune gestion à faire. Les loyers que vous touchez, lorsque vous touchez par exemple 5% de rendement locatif, 5,5%, eh bien, ce sont des loyers sur lesquels tous les frais ont déjà été pris par la société de gestion. Tous les associés de la société de gestion, tous les souscripteurs sont gérés à la même ancienne. Il n'y a pas de négociation sur aucun des frais. Tout se passe en assemblée générale, tout est transparent et vous avez la valeur de votre patrimoine qui est remise à jour chaque année par un des Big Four, style Ernst & Young, KPMG, etc., PwC, qui vous mettent à jour la valeur de votre patrimoine, puisque ce marché est réglementé en France. Donc, vous avez quand même de la rentabilité, puisque la rentabilité va être supérieure quand même aux comptes surlivrés, etc., de l'ordre de 5,5% plus de la revalorisation de parts. Et puis, vous avez cette transmission qui est que vous pouvez optimiser. Et surtout, vous pouvez égaliser votre transmission à vos enfants. Puisque si vous avez, par exemple, 500 000 € en SCPI et que vous avez 3 enfants à qui vous avez donné par succession, vous souhaitez que leur soit transmis à votre décès pour 2 des enfants, chacun un appartement, ben le 3e, vous pouvez égaliser votre succession en lui donnant exactement la même part en valeur, en part de SCPI. Ça vous permet une souplesse aussi dans vos testaments, par exemple, hein, ou dans vos souhaits de transmission de patrimoine. Alors, deuxième solution, rapidement. Oui. Excuse-moi, je vais juste faire un petit point par rapport à la nue propriété. Oui. La part fiscale côté américain, je pense que c'est important. Mais comme tu l'as dit, côté français, au moment où les personnes récupèrent l'usufruit, on n'a rien. Côté américain, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'imposition supplémentaire au moment où vous récupérez l'usufruit. Durant la vie de la nue propriété, vous n'avez pas de revenus à déclarer puisque vous n'en percevez pas. Mais il va falloir faire bien attention à répondre à la compliance américaine, c'est-à-dire leur indiquer que vous détenez tant de parts de tel SCPI pour telle valeur en nue propriété. C'est en fait ce qui va se passer côté américain, c'est à la vente, si jamais les parts sont vendues, ok, on va calculer la plus-value sur le prix de vente, évidemment, moins les frais de vente, moins le prix qui a été payé pour la nue propriété. Voilà, et pas pour la valeur totale de la pleine propriété. C'est tout. Ok. Et par contre, c'est vrai qu'on a aussi en France cet aspect de la détention aussi immobilière qui joue en France. Pardon ? Sur la plus-value, on a aussi l'aspect durée de détention qui joue sur les abattements. Ouais. Et là, côté américain, ça n'existera pas. Donc ça, de toute façon, pour toutes les solutions, bien évidemment, nous travaillons ensemble avec Jean-Philippe pour pouvoir vous faire des études personnalisées. Et juste un point, parce que je voudrais qu'on y reste un tout petit peu de temps pour des questions-réponses, juste un point très important, la deuxième solution, en plus des obligations immobilières et du LMNP, bien sûr, en France, on peut faire en immobilier physique, réel, où il faut choisir son emplacement. Vous avez maintenant accès au compte titre éligible aux US personnes, accessible. Alors, j'ai fait exprès de barrer en rouge, c'est non plus en mandat de gestion des 500 000 €, mais maintenant, on a obtenu des accords pour nos Français US personnes, parce qu'on l'a été nous-mêmes et on le connaît bien. Le problème, c'est de pouvoir gérer ses actifs en compte titre, même lorsqu'on n'a pas forcément 500 000 € en mandat de gestion. Nous avons un accord à partir de 50 000 €. On peut travailler en mandat de gestion. Donc, vous avez le mandat de gestion avec Crédit Agricole Titres,
et l'ingénierie financière et fiscale de la plateforme indépendante Norcia Invest qui vous fait le compte titre en France, comme si vous étiez à la BNP. La BNP, l'agence Danone, là, des expatriés, ou Crédit Agricole, etc. Pour les expatriés, là, vous avez votre gestion, mais à partir de 50 000 €, vous avez la société de gestion Auris Gestion qui va vous faire un mandat pour vous-même, pour vous de façon personnalisée. Et alors, donc, à titre d'information, nous avons demandé, donc, bien évidemment, avec Jean-Philippe Sora, avec le cabinet Massad, de respecter les compliance vis-à-vis de l'IRS, c'est-à-dire que dans votre mandat de gestion, il n'y aura que des titres vifs ou une ligne de cash. Et donc ça va vous permettre une optimisation fiscale de vos placements en France. Le produit sur lequel vous êtes gère plus de 2,15 milliards d'euros en encours en France, c'est le Crédit Agricole Titre, c'est connu. Ces solutions-là, elles sont connues. Simplement, en général, elles n'étaient pas accessibles lorsqu'on mettait moins de 500 000, voire 1 million d'euros. Là, nous, tout le travail a consisté à vous rendre accessibles ces solutions et ces solutions conseillées à partir de 50 000 €. Et donc, vous avez chez vous, vous recevez, vous pouvez suivre votre compte, vous avez enfin une situation en temps réel sans avoir besoin de passer par Jean-Christophe Boisdin, conseiller en gestion de patrimoine au groupe Saro, ou quiconque. Vous avez votre situation, vous avez une transparence des informations, et puis vous pouvez donc avoir accès à la gestion. Le gérant, par exemple, là, c'est un exemple de mandat qu'il peut vous faire avec donc une vingtaine ou une trentaine d'actions qui vont représenter moins de 3% chaque ligne. Et puis, sur 5 ans, vous vous rendez compte qu'en action, la performance réalisée est de 10%. Voilà. Je m'arrête là puisque j'ai déjà cité les 2 autres thèmes et je crois nous arrivons à la fin de notre bientôt conférence. C'est ça. Et merci Jean-Christophe pour ces comptes titres-là. Avant, de toute façon, pour les ouvrir, si je ne me trompe pas, il faut passer par toi. Et à ce moment-là, il faut, et je sais que tu le fais très bien, prendre soin de bien expliquer aux personnes le type de titre qu'ils peuvent acheter, puisqu'on ne peut acheter pour avoir une fiscalité qui reste intéressante côté américain, il va falloir acheter ce que tu dénommais tout à l'heure des titres vifs, c'est-à-dire des actions d'entreprises qui sont identifiables. Pas des parts d'un fonds qui va avoir qui va détenir plusieurs parts de sociétés qui ne seront à ce moment-là plus identifiables. Ça, c'est très, très important. Et ça, c'est justement le plus qu'on va apporter, c'est que ça ne fait pas très longtemps qu'on a ces accords avec des sociétés de gestion qui vont le métier, ce sont donc des gérants qui vont vous gérer vos comptes comme si vous aviez effectivement 500 000 ou 1 million au moins dessus, mais qui vont respecter ce qu'on leur demande dans le mandat. Adrien, notamment, alors ce qui serait intéressant, c'est qu'avec Adrien, USA France Financials, notamment, on peut voir qu'on a des synergies très importantes. Si jamais de la gestion de patrimoine aux États-Unis vous permet aussi d'avoir un effet de levier de crédit pour gérer votre patrimoine en France. Je te renvoie à Adrien là-bas. Adrien, tu nous entends? Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Ouais. Tu nous entends? Non, désolé, je ne vous entends pas. Non, en fait, nous travaillons aussi à des solutions pour effectivement optimiser sur les 2 continents, notamment des moyens d'optimiser votre gestion de patrimoine à la fois en France et aux États-Unis, sachant que ce sont des cultures différentes dans les acteurs financiers et qu'aux États-Unis, on a beaucoup plus la facilité d'obtenir du crédit sur des placements qu'en France. Et donc, Adrien, tu m'entends? Voilà. Oui, je vous entends. Oui, tout à fait, effectivement. Vous avez des solutions avec nous, travailler ensemble. Oui, je vous entends, désolé, j'ai mon micro qui est coupé. Oui, bien sûr, vous avez, comme je le présentais tout à l'heure, vous avez la possibilité, le crédit Lombard, vous pouvez également l'utiliser sur des placements immobiliers français. Moi, je le fais personnellement. Ça vous permet de financer l'apport, comme je disais, ou comme disait ou pour les produits de Jean-Christophe, potentiellement aller financer une SCPI grâce au crédit Lombard, c'est tout à fait possible. Parfait. Bon, merci pour les présentations. On va maintenant passer à la partie des questions. Je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée. On a Magali qui nous dit « Bonjour, je viens d'hériter de ma maman, malheureusement décédée récemment en France, et donc d'une assurance vie dont j'étais bénéficiaire. Comment dois-je la déclarer au fisc américain ?» Alors, ça, je crois que c'est une question pour moi. C'est une excellente question qui est souvent posée. Alors, il faut savoir que, si je ne me trompe pas, il faut passer par
bon, une fois que vous avez que la succession est liquidée côté français, côté américain, si vous héritez en plus de l'assurance vie d'autres biens et que la totalité dépasse une valeur de 100 000 $, alors vous allez devoir déclarer à l'IRS chaque actif dont vous héritez avec sa valeur, sous peine, encore une fois, de pénalités qui peuvent être de 10 000 ou 5% de la valeur de ce qui n'a pas été déclaré. Donc, ça peut monter vite assez haut. Ça, c'est compliance. Par la suite, ou concomitamment, tout dépend de si vous avez perçu du cash, ça va en général être le cas, l'assurance vie est liquidée, vous prenez l'argent, à ce moment-là, l'argent va sur votre compte bancaire, qui est certainement en France. Si le compte est en France, on va déclarer ce compte-là, en plus des autres, évidemment, que vous aurez en France, sur vos FBAR, on va déclarer la valeur maximale du compte. Si jamais l'assurance vie est conservée, à ce moment-là, eh bien, on déclare l'assurance vie et on retombe dans ce que je disais tout à l'heure, où on va déclarer la prise de valeur latente ou sinon rester avec la dénomination PIFIC. Voilà. Parfait. Très clair. On a une question. J'ai vu qu'Adrien a déjà répondu par écrit, mais je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup de monde, donc je vais la poser. Si nous avons une assurance vie en France, quel est votre conseil? Et donc, Joseph avait donné deux options. Soit on ferme l'assurance vie, soit on la garde avec un minimum de fonds, c'est-à-dire moins de 1 000 €. Jean-Philippe, je pense que c'est pour toi à nouveau. Ça, c'est plutôt pour Adrien parce que ça dépend de la gestion qu'on va en faire. Parce qu'effectivement, côté américain, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une fiscalité assez punitive. Maintenant, c'est davantage une question de gestion une fois qu'on est passé par la fiscalité. Donc, je laisse Adrien répondre à cette partie-là. Oui, c'est une très bonne question. Et ce que je disais à Joseph, c'est que ça dépend. Pourquoi? Parce que l'assurance vie française, elle est régulée assez fréquemment. Et vous avez des contrats en fonction de la date d'ouverture qui sont plus ou moins intéressants. Par exemple, si vous avez ouvert des contrats, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, mais après 2018, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ces contrats-là, ils ont beaucoup moins d'intérêt que les contrats d'avant, puisqu'ils perdent l'aspect défiscalisé, l'aspect je ne paye plus d'impôts après 8 ans. Donc pour ces contrats-là, vous pouvez les fermer totalement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les garder. Par contre, si je prends un contrat, par exemple, d'avant 1990, là, ça, c'est des contrats qu'il ne faut surtout pas fermer. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je le disais, l'assurance vie, elle passe hors succession. Hors succession, ça ne veut pas dire tax-free, mais elle a ses propres prélèvements. Il y a une nouvelle règle qui a été inventée qui dit que maintenant, à partir du moment où vous contribuez après 70 ans, ça ne marche plus, c'est réintégré à votre succession. Sauf pour les contrats que vous avez ouverts avant 1990. Donc ici, ce que je disais à Joseph, par exemple, ça peut être intéressant de laisser un minimum sur son contrat d'assurance vie pour préserver cette garantie historique. Transférer, parce qu'il ne faut quand même pas perdre l'avantage de cette pierre centrale du patrimoine, donc transférer sur un Wally ici aux États-Unis ou une Wealth Accumulation Life Insurance. Et puis, si jamais vous êtes en France lors de votre retraite ou lors de votre succession, vous savez que vers 80-85 ans, potentiellement, vous avez la possibilité de réinjecter un maximum de patrimoine au sein de ça pour planifier de façon optimale votre succession. Voilà. Et je peux juste ajouter un point, c'est qu'on a aussi la possibilité donc justement d'arbitrer tout en gardant toujours l'antériorité fiscale de ces contrats d'assurance vie, en le laissant ouvert, bien sûr, en France. Mais c'est vrai qu'on peut arbitrer en le vidant de 80%, par exemple, ou 90% de sa substance pour aller vers les nouveaux comptes titres qui sont IRS comply éligibles, je dirais, faire travailler si on le souhaite aussi en France. Donc, on a les deux possibilités maintenant qui existent. Parfait. Alors, on a Camille qui nous dit « Bonjour et merci pour vos présentations. Une question pour Adrien. C'est la première fois que j'entends le terme Wally. Et que je vois ce produit financier comme pilier de la finance personnelle, alors que j'ai déjà eu des recommandations de financial advisors aux États-Unis, ici. Comment expliquez-vous cela? » Ouais, très, très bonne question. Merci Camille pour avoir posé cette question. Alors, Wally, déjà, c'est un acronyme. Ça veut dire Wealth Accumulation Life Insurance, mais c'est plus connu sous le nom de Max Funded Life Insurance.
Pourquoi est-ce que tous les financial advisors n'en parlent pas? Alors, il faut déjà savoir que, effectivement, c'est la base, c'est le pilier de votre stratégie patrimoniale. Par contre, avant, il va bien, on y va étape par étape dans une stratégie patrimoniale. On commence par créer l'épargne de sécurité, 6 à 12 mois de salaire. Après, on fait attention de bien profiter, comme je disais tout à l'heure, de l'abondement que propose son employeur sur le 401k. Et après, on met en place son assurance vie qui va nous permettre, américaine, qui va nous permettre d'optimiser nos rendements, soit immobiliers, soit financiers. La raison pour laquelle votre financial advisor ne vous l'a pas proposé, je ne sais pas. Je sais pas. C'est un produit, par contre, qui est important de bien structurer. Parce qu'il y a je dirais, des centaines de possibilités de life insurance ici aux États-Unis. Il y a plusieurs points auxquels il faut faire attention. Selon moi, hein, ça c'est un avis personnel, il faut passer avec une compagnie mutuelle d'assurance. Pourquoi une compagnie mutuelle d'assurance? Parce que c'est des compagnies qui ne sont pas liées au marché financier, hein, comme par exemple le Crédit Mutuel en France. Hein, les clients du Crédit Mutuel sont des sociétaires, c'est-à-dire que à une toute petite échelle, ils sont également propriétaires de la société. Même chose pour les compagnies mutuelles d'assurance aux États-Unis, il y en a 5. Après, il faut faire très attention aux produits qu'on choisit. Je le disais tout à l'heure, hein, avoir un produit dans lequel vous avez votre épargne disponible jour 1, c'est-à-dire à partir du moment où tout a été processé, ça c'est important aussi. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à la question. Parfait. Alors, Magali qui avait une question. Si on prend une assurance vie aux États-Unis et qu'on redevient résident fiscal français, comment les bénéfices associés à cette assurance vie seront-ils taxés en France? Alors là, je vais laisser, moi je suis spécialiste de la partie américaine. Je ne sais pas, Jean-Christophe ou Adrien, si vous avez la réponse à ce niveau-là. Ce sera sur l'assurance vie, mais là, il faudrait faire un conseil de personnalité, mais ce sera sur le même principe que l'assurance vie française, a priori, Adrien. Et c'est exactement ça. Ouais. L'assurance vie américaine, à partir du moment où on devient résident fiscal français, alors on a toujours la possibilité de faire son crédit lombard, il n'y a pas d'impact fiscal à ce niveau-là. Par contre, elle suivra les règles de l'assurance vie française. Hein. Donc, on est à votre disposition. Voilà, à votre disposition, on dit, hors antenne, pour tous ceux qui le souhaitent, pour que je leur explique par le menu toute la fiscalité des produits français que nous avons abordés, bien évidemment. Voilà. On n'a que des très bonnes questions. On a la William, qui est une question que je me posais aussi. Est-ce que les SCPI, c'est la même chose que les REIT, Real Estate Investment Trust? Je vous laisse répondre. Oui, la réponse est oui. Ça ressemble, alors ce n'est pas la même chose, mais c'est le même concept. En tout cas, ouais. Ça se rapproche énormément. OK. On a Paul qui nous demande quelle est la fiscalité aux États-Unis pour l'investissement en nue propriété? Est-ce que je peux investir en France avec ce modèle en tant qu'Américain et résidente fiscale aux États-Unis? Quelle est la transmission aux enfants? Juste avant, oui, pardon, vas-y. Juste une petite, j'en profite parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, il y a aussi des avantages fiscaux en France sur la nue propriété, c'est que c'est l'usufruitier qui paye l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, le nu propriétaire, ça sort complètement pour les gens qui pourraient être fortunés en France. Ben, ça leur fait un petit peu plus d'avantage fiscal. C'est que cette partie-là de leur patrimoine sera exonérée d'IFI. Excuse-moi, Jean-Philippe, la question est plus pour toi. Pas de souci. Aux USA, ce que je disais, l'investissement en nue propriété, tant que vous n'avez pas l'usufruit, donc vous ne percevez pas de revenus, vous n'avez pas de revenus à déclarer, mais par contre, vous gardez cette partie compliance, c'est-à-dire que vous allez devoir déclarer aux États-Unis que vous détenez tant de nombre de parts de tel SCI en nue propriété, vous allez devoir donner la valeur de ces parts. Encore une fois, si vous ne le faites pas, vous risquez des pénalités assez importantes, puisque 10 000 $. Est-ce que vous pouvez investir en France avec ce modèle en tant qu'Américain? C'était tout le propos de Jean-Christophe. Donc, la réponse serait oui. Jean-Christophe, Oui. tu me corriges, mais je crois qu'on ne peut pas investir dans toutes les SCPI, dans des SCPI particulières. C'est ça pour lesquelles tu as obtenu l'accréditation.
si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, nous, en fait, évidemment, là, c'est là où l'exercice est un peu délicat. Dans la webconférence, nous ne donnons évidemment que des illustrations, des informations et en aucun cas un conseil personnalisé. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est juste vous informer que maintenant, on a la possibilité de le faire. Et ensuite, effectivement, on a toutes les accréditations, etc. Ce qui était possible il y a quelques années, il y avait pas mal de SCPI qui étaient ouvertes aux US personnes. Le redevient aussi, donc, mais ça, il faudrait que je puisse approfondir avec les gens qui sont intéressés ou par l'intermédiaire après de la mise en relation avec French Morning ou autre, mais que je puisse vous en dire plus parce que moi, je ne peux pas vous présenter là des produits. Dans le cadre de notre exercice, on illustre et on donne des informations. Et ensuite, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, il faut prendre un rendez-vous personnalisé sur lequel on va engager notre conseil, nous, en tant que professionnels. Et oui, la réponse, cela dit, est que oui, nous avons travaillé à ces solutions et nous les avons maintenant. Oui, c'est possible, sous certaines conditions. Et donc, je dirais aux gens, selon leur situation, s'ils ont accès ou pas. On a toujours après des accès possibles. La question, c'est que si vous passez par des professionnels comme nous trois et avec French Morning, disons qu'on n'ira pas on n'ira que sur des sentiers battus. Tout est complètement compliant. Voilà. Et donc, ça nous restreint beaucoup les possibilités, mais on a en tout cas quelques possibilités supplémentaires par rapport à il y a quelques années et on en est très content. Super. Et la dernière question de la question, quelle est la transmission aux enfants? Pour répondre d'un point de vue, alors je ne pourrais me prononcer que d'un point de vue américain. Si vous êtes résidente fiscale américaine, sachez que vous avez droit d'un point de vue américain à l'abattement de 12 millions de dollars. Maintenant, côté français, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Il faudrait s'adresser à un notaire français, à moins que Jean-Christophe et Adrien connaissent la réponse. Moi, sur la transmission, bien évidemment, c'est là où on a un avantage tout à fait intéressant à utiliser. Il faut utiliser les tranches de 15 ans en France, en fait, puisque c'est de l'immobilier, la SCPI. C'est de l'immobilier que vous achetez en pierre-papier, c'est-à-dire en faisant effectivement un chèque, un virement, etc., même transatlantique. Donc, en fait, vous avez la possibilité de faire des donations et d'utiliser les abattements fiscaux de 100 000 € par parent, par enfant en France. Vous avez la possibilité de donner la nue propriété des parts, la pleine propriété des parts. Et ensuite, ce qui restera hors abattements fiscaux sur les successions en France rentre dans la succession française, comme si vous aviez une maison ou un appartement. Parfait. Alors, on a déjà dépassé de 13 minutes. Désolé. Je propose qu'on se donne encore 3-4 minutes, si ça vous va. Et puis après, les questions qui restent, de toute façon, moi, je vais les exporter, je vais les envoyer aux 3 experts. Donc, ils vous répondront en direct. L'assurance vie aux États-Unis, est-ce que c'est comme les annuities? Question d'un auditeur anonyme. Non, ça n'a rien à voir. Les annuities, c'est un produit 100% retraite qui peut être utilisé pour ce qu'on appelle de la qualified money, c'est-à-dire tout l'argent que vous avez mis dans vos 401k, vos IRA, pour reproduire le système français Agir Carco. Parce qu'il faut savoir que Agir Carco, si on va sur le site web et qu'on regarde tout en bas, ça vous met 60 millions d'assurés. C'est une société d'assurance. Les annuities, c'est un produit de retraite qui vous permet de reproduire à peu près ce système-là. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec l'assurance vie américaine. Ok. On a une question de Benoît. Je suis non-résident français et mes enfants sont non-résidents également. Quid des abattements de donation de 100 000 € en France? Les droits de mutation ne sont-ils pas dus dès le premier euro dans ce cas? Là, je laisse Jean-Christophe répondre s'il a la réponse. C'est 100% français. Très honnêtement, sur une question là-dessus, je préférais consulter mon notaire, mais on pourra répondre à cette question, comme on dit. Dans les prochains jours, on aura la réponse assez facilement. Mais il faut que je consulte. Mais nous, on travaille beaucoup en interprofessionnalité. Il faudra que je consulte le notaire français. Jean-Christophe vous répond par… Ah, vas-y. Nous, on a des clients qui le font sans problème. Résidents fiscaux américains qui font des donations à leur enfant en utilisant la nue propriété, en faisant valoir les abattements de 100 000 €. Donc, oui, je sais que c'est encore possible. Une fois, n'hésitez pas à contacter le notaire Jean-Christophe. Si vous avez des questions, nous, on a un notaire qui est spécialisé dans les franco-américains. Donc, ça avec plaisir. Mais en tout cas,
par expérience en tout cas, je vois que ça fonctionne. On a Bruno qui nous dit « Je viens de vendre mon appartement à Paris, je suis résident fiscal en Californie, je vais donc être doublement imposé sur la plus-value puisque Jean-Philippe dit que mon État ne reconnaît pas les impôts payés en France. » Exact. Ce qui va se passer côté français, vous allez payer vos impôts sur la plus-value. Côté américain, au niveau fédéral, ce que je disais tout à l'heure, vous aurez droit à un crédit d'impôt équivalent aux impôts français payés. Si jamais votre impôt fédéral américain est supérieur aux impôts français, eh bien, vous paierez le différentiel de taux. Et au niveau de la Californie, eh bien, vous allez payer plein pot. Voilà. Sachant que ce n'était pas non plus les taux d'intérêt, c'était pas non plus les taux d'imposition qu'on a en France là-bas. Juste pour revenir sur la question précédente, on a la chance d'avoir le notaire avec qui on travaille sur le call qui vient de répondre à la question. Donc oui, les abattements sont bien disponibles. Voilà. Parfait. Je pense qu'on reçoit encore plein de questions, donc on va devoir s'arrêter là, parce que sinon je pense qu'on pourrait continuer encore toute l'après-midi. En tout cas, merci à vous trois d'avoir pris le temps de jouer le jeu aujourd'hui. On vous retrouvera, je pense, dans le courant de l'année sur d'autres sujets. Donc, à bientôt. Et puis, merci d'être resté connecté jusqu'à la fin pour ceux qui sont encore là. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour parler immobilier en Floride, pour ceux que ça intéresse. Donc, regardez la newsletter. Et sinon, on est là tous les mardis, midi, côte est des États-Unis. Merci encore et à bientôt sur French Morning. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.